Alors, alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au mercredi de l'histoire à la Haute-Saint-Charles du mois de novembre 2022. Je me présente. Je m'appelle Mario Lucier. Je suis le président de la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Alors, il y a des nouveaux visages dans la salle. Je suis bien content de vous accueillir. Bienvenue, bienvenue. Alors, j'en profite également pour saluer les gens qui sont sur Zoom à distance. Alors, bienvenue à toutes et à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions également en cours de route. Alors, oui, c'est ça. Et évidemment, on pourra prendre des questions de la salle. Je les répéterai afin que les gens à distance puissent bien comprendre ce qui se déroule également sur place. Alors, j'en profite pour présenter quelques membres du conseil d'administration qui m'accompagnent. D'abord, Denis Paul, qui est. Ah, je le cherchais. Denis Paul, notre vice-président. Bonsoir, Denis. On a Francine Trudel, notre secrétaire à l'arrière. On a Lisette Godbout, notre trésorière ici à l'avant. On a Alfred Martel. Ah, il est là? Oui, Alfred Martel, administrateur. Hugo Chouinard à la technique juchée dans la lucarne. Alors, également administrateur. Et on a Mme Durand, Céline Durand, qui est chez elle et qui nous regarde peut-être à distance. Si c'est le cas, je la salue. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Je suis bien heureux de vous accueillir ce soir. Ce soir, on a un thème. En fait, c'est l'hôtel du Sault-Saint-Charles, de la chute de Lorette. En fait, cet hôtel dont je vais vous parler est un hôtel qui n'existe plus depuis la fin des années 30, le début des années 40, plus ou moins. Je vais vous documenter ce soir ce site, ce terrain de la rue Racine qui se trouve à l'entrée de la rue Racine en sortant du pont qui mène au village Huron. Alors, je vais vous le documenter. Je vais vous le documenter en texte, en images également. Puis, pourquoi je fais ça ce soir? C'est parce que, bien, la station-service qui se trouvait sur le site de cet hôtel, de cet ancien hôtel, a été démolie durant l'été. Le Irving, là, vous avez peut-être vu dans les publications que nous avons faites, là, le terrain du Irving. Alors, ça a été démoli. Puis, bien là, pour faire une histoire rapide là, sur l'avenir, hein, on va parler du passé dans quelques instants. Parlons un peu de l'avenir. Le terrain en question, bien, il appartient toujours à la pétrolière. Il doit être décontaminé avant toute autre action, une vente ou quelque chose, ou une reconstruction éventuelle. Il doit être décontaminé aux frais de la pétrolière avant toute autre action éventuelle. Puis bien, c'est là qu'on est rendu. On s'en va vers la décontamination du terrain. Ils ont commencé, je crois, aujourd'hui, dans les derniers jours, à travailler sur le terrain un petit peu. Donc, je vais vous parler de l'histoire de ce terrain-là, qui est une histoire exceptionnelle, clairement. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, d'accueillir vos anecdotes et vos histoires autour de ce terrain-là et d'échanger ensemble sur cette belle histoire. Alors, allons-y. Pour ceux qui sont ici pour la première fois, c'est pas moi qui fais juste animer, là. On échange, on jase, là. J'ai besoin de toi pour m'alimenter, bien sûr. Société d'histoire, n'hésite pas à commenter, à poser des questions. Et comme ça, bien, on va s'assurer d'en savoir plus tous ensemble. Alors, allons-y. Alors, pourquoi un hôtel au moins depuis 1837? Il y avait, et c'est documenté, un hôtel sur le site du terrain du Irving, je vais dire ça comme ça, au moins depuis 1837, probablement avant. Quand? C'est là que je suis rendu, on va dire ça comme ça. Éventuellement, je vais être capable de démontrer antérieurement la construction de l'édifice en question, mais il était là au moins en 1837. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui nous fait comprendre pourquoi on peut penser avoir eu l'idée de construire un hôtel sur ce terrain-là, dans la courbe, en face de la chute, en 1837 ou avant? Ben, plusieurs hypothèses, d'accord? Premièrement, la visite du paysage, et notamment de la chute de 28 mètres de haut, était un incontournable pour les élites britanniques en villégiature au nord de Québec. Donc, quand on passe après la conquête,
les élites britanniques qui vivent à Québec viennent visiter le territoire au nord et un des arrêts, à cause du paysage, comme la chute Montmorency, bien c'est la chute de Lorette, comme on l'appelle à l'époque, ou bien le saut Saint-Charles. Donc, saut comme dans sauter une cascade, une chute, on se comprend. Alors, c'était un des arguments. Donc, on s'arrêtait ici. On était généralement à mi-chemin entre Québec et le territoire encore plus au nord, qui venait d'ouvrir au début du 19e siècle. On colonise Valcartier à partir de 1816. Donc, on est à moitié au milieu du territoire et c'est probablement un arrêt intéressant pour les villégiateurs, les touristes, l'armée britannique qui vient observer le territoire. Deuxième raison, la proximité des Hurons attirait les curieux, les touristes et les villégiateurs dans cet empire britannique sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Au 19e siècle, surtout durant le règne de la reine Victoria, de 1837 à 1901, elle n'a régné que 64 ans, eh bien, on disait que l'Empire britannique a connu son envol, son essor dans la colonisation, et on disait que l'Empire britannique possédait tellement de territoires sur le globe qu'il y avait toujours au moins une partie de la planète qui était éclairée par le Soleil qui appartenait à l'Empire britannique. Et dans cet empire immense, bien, les Britanniques aimaient beaucoup les curiosités, hein? Que ce soit des curiosités indiennes de l'Inde, d'Afrique, ou bien même des Amériques. Et c'est pour ça que l'intérêt des Hurons, tout près de la ville de Québec, bien, était quelque chose qui venait motiver la présence, le passage des Britanniques ici. Et c'est pour ça qu'on les faisait dormir parce que c'était loin et qu'il y avait besoin de se reposer. Hein? La jeune Lorette, je viens de le dire, était au milieu du territoire dans la seigneurie Saint-Gabriel. Puis bien, comme j'ai dit, on ouvre en 1816 le territoire à la colonisation. Un petit aparté pour vous dire que la seigneurie Saint-Gabriel dans laquelle on se trouve est une seigneurie qui va appartenir à la couronne britannique à partir de 1800, en mars 1800, à la mort du dernier jésuite, le père Jean-Joseph Cazot, qui meurt, qui devient le dernier jésuite, et à ce moment-là, en mourant, la couronne britannique prend possession de tous les biens des jésuites, dont entre autres la seigneurie Saint-Gabriel, dans laquelle on se trouve présentement. Et c'est pour ça que la couronne va coloniser au nord le secteur de Valcartier. Et bien sûr, on passe par ici pour y aller. L'eau. L'eau de la rivière Saint-Charles. L'eau de la rivière Saint-Charles devient un enjeu pour la ville de Québec. Alors, à partir du milieu, même je dirais du tiers du 19e siècle, on va vivre de grandes épidémies à Québec, notamment en lien avec le choléra en 1832, mais aussi on va vivre de grands incendies en ville, les incendies des faubourgs Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch en Basse-Ville, et on a besoin d'eau en ville pour pouvoir, pour améliorer l'hygiène publique, mais aussi pour pouvoir éteindre les feux. Alors, on va se dire, où pourrait-on prendre de l'eau? Évidemment, on va prendre cette eau-là dans un réservoir au nord qui est le lac Saint-Charles. On va brancher un tuyau d'eau dans la rivière Saint-Charles. On va faire descendre cette eau-là par gravité vers Québec. Et donc, la rivière devient un enjeu important pour la ville de Québec. Le moulin à farine. Le moulin à farine va être construit sur les bords de la chute à l'été 1732. Va suivre un moulin à papier. Et il y avait eu aussi un moulin à scie. Donc, tous ces moulins-là fonctionnent avec l'énergie de l'eau. Et c'est un lieu super important dans un monde pré-industriel où on va avoir besoin de cette énergie pour pouvoir moudre le grain pour faire de la farine, couper des planches, etc. et faire du papier et faire travailler les gens dans ces usines à papier. Et enfin, pourquoi un hôtel? Eh bien, l'abolition du régime seigneurial par une loi du Parlement du Canada uni du 21 décembre 1854 fait en sorte qu'on va changer la vocation des terres pour les faire passer d'une terre féodale, je mets des guillemets en utilisant cette expression-là, vers une terre qui va être libre, libre de pouvoir y construire ce que le propriétaire veut bien. Et donc, rapidement, on va voir que les terres autour de la chute, autour de la rivière, vont être libérées, rachetées par les censitaires à la couronne qui possède la seigneurie Saint-Gabriel afin de voir une industrie
éventuellement industrielle plutôt que pré-industrielle, ce qui fait en sorte que ça devient intéressant de posséder des terrains autour de la rivière, autour de la chute. Ça, c'était mon introduction. D'accord? Ça va? Hein? Tout le monde va bien? Ouais. C'était le bout long et fastidieux. Pas de questions à l'examen là-dessus. Correct? Voici la première preuve que j'ai trouvée, documentée, écrite, de la présence d'un hôtel près de la chute en février 1837. Dans le journal Le Canadien, on trouve une annonce. Alors, Lorette House allouée, et possession donnée le 1er mai prochain, la maison du sous-signé à la jeune Lorette, d'Indienne Lorette, maintenant occupée par M. Richard Devery comme hôtel. Cette maison en pierre, à 2 étages, hangar, remise, écurie, jardin, etc., offre tous les avantages possibles à une personne capable et désirant tenir une maison sur un pied respectable, pardon. Et c'est sans contredit le plus beau. Et c'est sans contredit le plus beau site des environs de Québec. Rien de moins. Je te parlais tantôt de la chute Montmorency. Hein? On repassera, bien sûr. Alors, pour de plus amples particularités, s'adresser au propriétaire, M. Giovanni Domenico Balzaretti, et on s'est trompé dans la date, on a écrit le 6 février 1836. Probablement que le gars qui a fait l'annonce, il s'est mêlé, on venait de changer d'année, ça faisait pas longtemps, il a écrit 36 au lieu de 37. D'accord? C'est probablement ça qui est arrivé, mais l'annonce se retrouve dans le journal Le Canadien du 20 février 1837. No. Un jardin. Pas ben. Non, non. On va le voir tantôt. Mais c'est une bonne question, Lisette. Nous allons voir le terrain sur des cartes. Vous êtes prêts et prêts à voir ça. Mais là, vous vous demandez, sans doute, puisque vous êtes perspicace, Société d'histoire, Giovanni Domenico Balzaretti, c'est qui ce gars-là? C'est pas un nom connu dans le secteur, hein? Il y a une petite je vous le présente. Ici, on a un portrait de Giovanni Domenico Balzaretti qui aurait été fait entre 1831 et 1833 et qui se retrouve au Musée national des beaux-arts de Québec. G.D. Balzaret, on l'appelle comme ça, on le francisise un peu, était un Italien qui a immigré ici, dans ce qui est le Québec d'aujourd'hui, et qui s'est marié avec la petite fille d'un gars dont j'oublie le nom complet, mais le nom de famille, c'est Romain, d'accord? Et qui était la petite fille d'un autre immigrant italien provenant de Milan. Lui, Balzaret, c'était un importateur d'or. C'est pour ça qu'il y a un article qui a été écrit dans la revue Cap au Diamant. Je ne me souviens pas l'année exacte, je vous le montrerai tout à l'heure dans les sources. Et dans les circonstances que je n'arrive pas encore à comprendre pleinement, il se retrouve propriétaire d'un hôtel près de la chute de Lorette en février 1837, puis il essaye de louer le dit hôtel. D'accord? Alors, Giovanni Domenico Balzaretti, marié avec, je pense que c'est Henriette Romain, mais je ne suis pas certain à 100% du prénom, là, ça m'a sorti de l'idée. Mais elle s'appelle Romain parce qu'elle était italienne, puis que son père provenait d'Italie. Et lui, son père, la femme de Balzaret, était un des premiers bibliothécaires dans la ville de Québec, qui était bibliothécaire, entre autres, pour le Parlement du Canada uni, notamment, et d'autres bibliothèques par la suite. Enfin, il se retrouve propriétaire d'un hôtel près de la chute à Lorette. Personnage intéressant. Donc, j'ai une piste. C'est qui ce gars-là? J'essaie de le chercher, j'essaie de trouver des informations sur lui un peu plus loin. Là, j'ai ici un plan. Un plan qui provient des Archives nationales du Québec. Bon, il est difficile à voir comme il faut, mais je vais te l'interpréter, le dit plan. En plus, il est en 2 morceaux. Ça m'a tout pris pour réussir à la faire numériser par les Archives nationales pour qu'ils m'en envoient une copie PDF. C'est un plan que j'avais vu, en fait, il y a plusieurs années, alors que j'étais bénévole à la Corporation du Parc de la Falaise et de la Chute Québec-Cuba, que j'étais allé voir, puis j'avais pris une feuille blanche, puis je l'avais comme tracé. Mais en tout cas, le dessin, ce n'est pas de ma qualité première dans la vie. Et
là, j'ai réussi à le voir. Alors, je vais vous l'expliquer, d'accord? On a ici, premièrement, la courbe de la rue Racine. Hein? On voit la courbe. Il y aurait le pont ici, là, tu comprends, qui traversait. Ici, on a la chute. D'accord? Ici, il y a le moulin à farine. Tu te reconnais. D'accord? Dans les ruines en bas, là, quand on descend le grand escalier. Ici, il y a le petit chemin qui mène aux Ursulines. D'accord? Qui rentre là, puis qui s'en va, il y a un muret qui s'en va vers les Ursulines. Sur le dit terrain ici de M. Balzaretti, le terrain qui a cette forme, il y a les 4 coins, 1, 2, 3, puis là, ben, ici, c'est comme un autre coin, là, mais on comprend que ce n'est pas en coin, c'est en courbe. Hein? Il y a la maison, ici, l'hôtel en question. D'accord? On voit son toit. Son toit, il est à 4 versants. Il y a des pentes sur chacun des toits. C'est pour ça que le toit est dessiné comme ça. En arrière, il y a un genre d'hangar, une écurie, je ne sais pas quoi. Ici, c'est écrit jardin. Ce sont les jardins ici, donc près de la Racine vers le sud. Ici, un autre petit bâtiment. Les voisins sont François Falardeau et Joseph Falardeau. Joseph Falardeau, c'est un gars que je connais. Ben, en tout cas. Ça te fait rire quand je dis ça, hein? Mon troisième voisin, moi, c'est la rue Verrette et c'est la maison d'Onésime Fizette. Onésime Fizette est mort en 1927, mais mes enfants, ils disent on va aller passer l'Halloween chez Onésime Fizette. Ils disent ça, fait que, tu sais, je les influence un peu, là. Tu comprends? Fait que je fais ça moi aussi. Je ne l'ai pas connu, mais je le connais, tu comprends? Joseph Falardeau, en 1854, lorsqu'on abolit le régime seigneurial, va acheter les terrains du moulin à eau faisant farine en face. Il va devenir le propriétaire du moulin à farine en face. Il habite à côté, autour d'un plus petit terrain, celui de l'hôtel, le terrain du Irving. OK? Tu le situes? Oui, c'est bon. Autour, ce n'est pas le terrain du Irving. Autour, éventuellement, ça va être le terrain d'une famille importante qui va s'appeler la famille Verrette. Je t'en reparlerai un petit peu plus tard. C'est le lot 673 du cadastre de la paroisse de la ville de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeunnerette. Donc, on a un dessin en 1837 représentant pour la première fois l'hôtel. Ça, c'est une preuve exceptionnelle parce que, tu sais, on sait qu'il y a déjà eu une annonce en février 1837 pour le louer à quelqu'un d'autre. Donc, on peut prétendre qu'il était minimalement là en 1936. OK? Puis là, ici, là, c'est fait, là, avant votre question. Ce qui est écrit ici, là, c'est en vue de. Ben, il y a eu une problématique, puis on implique le shérif là-dedans. C'est le notaire Larue qui trace le dessin, puis tout ça. Probablement qu'il y a des troubles financiers autour du propriétaire du dit hôtel. Puis, bien, on peut donc prétendre que 37, c'est parce qu'on a une trace, mais que ça date d'un certain temps déjà auparavant. Il y a une question. Oui? Oui, c'est ça. Alors, monsieur ici demande, là, je répète pour les gens qui sont à distance, est-ce que les limites nord du terrain sont les mêmes limites que le terrain du Irving? J'oserais dire oui. Parce que, en fait, oui, il y a d'autres maisons éventuellement, mais elles ne se retrouvent pas sur ce plan-là. Puis elles ont peut-être été construites postérieurement au tracé du plan. J'oserais dire aussi que ben, vous allez voir apparaître des maisons sur les plans qui vont arriver par la suite dans le temps, au 19e, au début du 20e siècle. Puis ben, la famille Verrette que j'ai évoquée, là, qui vont racheter probablement le terrain de la famille Falardeau autour, eux, ils vont se bâtir un peu partout sur cet immense lot-là, dont, entre autres, là, à côté du terrain du Irving. Puis aujourd'hui, la maison à laquelle je pense présentement n'est plus là, mais quand je vais l'évoquer, ça va vous allumer quelque chose à tout le monde. D'accord? Alors, superbe plan. D'une manière entière, là, c'est la première fois qu'il est présenté au public, ce plan-là. Vous êtes officiellement les premiers à voir ce plan-là projeté dans une conférence.
J'ai fait une présentation autour de l'hôtel au conseil de quartier de Loretteville il y a quelques semaines, mais j'avais rogné, en fait, une partie du plan pour la dite présentation, et là, je le présente en entier. C'est une première mondiale. On est dans une première mondiale ce soir, c'est pas rien. D'accord? Ça va. Denis Paul, vous avez une question? Alors, Denis Paul demande le petit chemin là, que j'ai évoqué qui mène au terrain des Ursulines. C'était quoi? C'est une excellente question. En fait, plusieurs hypothèses. Essentiellement, ce chemin-là, clairement, ça nous dit la carte qui était là en 1837. Ce qu'on sait par rapport aux Ursulines, c'est que la maison des Ursulines, donc de Francis McLennan, là, qui l'a fait ériger, il l'a fait construire en 1913. D'accord? Donc, ce chemin-là, il ne menait pas à la maison de Francis McLennan. Ce qu'on sait, c'est que le terrain qui appartient à Francis McLennan, qui va remettre aux Ursulines par testament en 1940 au moment de son décès, ce terrain-là appartenait à la famille de sa femme. Sa femme s'appelle Alma Stewart. Elle était la fille de Andrew Stewart. Et Andrew Stewart était un juge. En tout cas, il y avait deux Andrew Stewart, père et fils. Je ne veux pas les mêler, aidez-moi quelqu'un si je me trompe. Mais la famille va posséder le terrain. Puis on a l'hypothèse, dans les mémoires de Philippe Aubert de Gaspé, qu'il y a un souper qui se déroule dans une maison, sur le site probablement des Ursulines d'aujourd'hui, chez Andrew Stewart, avec Philippe Aubert de Gaspé, qui est le père de Andrew Stewart, qui n'est pas le père d'Andrew Stewart, mais Philippe Aubert de Gaspé a eu une fille qui s'est mariée avec Andrew Stewart, je l'ai dit correctement, voilà. Il va falloir que je me concentre, là, c'est ça. Donc, c'est dans la famille de Philippe Aubert de Gaspé, Andrew Stewart. Donc, on pense que Philippe Aubert de Gaspé, le seigneur de Saint-Jean-Port-Joli, merci, est venu souper à un moment donné, au 19e, dans une maison qui se trouvait probablement au bout de ce petit chemin-là, en haut du canyon qui se trouve le long après la chute. Hypothèse. Puis je tiens à dire, juste avant la question de Vincent Savard, qu'il y a un nom qui est écrit ici, sur cette pointe de terre, là, donc entre la rue Racine et le chemin des Ursulines. Là, le nom qui est écrit, c'est Petit Étienne. Petit Étienne, c'est le nom d'un Huron, qui va être Huron, mais qui va avoir une mère canadienne, comme on le dit à l'époque, et qui va être un des derniers survivants à avoir témoigné à titre de personnes ayant vécu les événements de la bataille des Plaines de Bram. Donc, on est en 1837. Ouais, entre autres, là, il y a un historien des Autochtones au Québec qui s'appelle Alain Beaulieu qui a écrit un article superbe dans la revue dans Recherche amérindienne au Québec qui traitait de Petit Étienne à titre d'acteur, entre autres, là, qui a raconté ses souvenirs de la conquête. Il se retrouve visiblement propriétaire d'une pointe de terre, comme ça, entre rue Racine et la courbe qui mène à ce qui deviendra les Ursulines. Non. Alors, M. Vincent Savard, vous avez une question. Allez-y. Oui. Oui. Oui, donc ça serait dans les années 20. Alors, Vincent Savard précise que dans les mémoires de Philippe Aubert de Gaspé, en 1866, il mentionne qu'il a participé à ce repas 40 ans plus tôt, donc visiblement autour de 1825, plus ou moins. Donc, on est probablement une dizaine d'années avant le plan qui est ici. Ça va? En histoire, on pose beaucoup de questions. Plus on tente de réponses, plus on pose d'autres questions. Ça finit jamais. Hein? Vincent Savard, vous avez une autre précision? Allez-y. Oui. Oui. Oui.
Voilà. Alors, donc, père, Andrew Stuart, père, avait reçu Philippe Aubert de Gaspé et Andrew Stuart, fils, s'était marié avec la fille de Philippe Aubert de Gaspé, qui étaient les parents de Alma Stuart, qui était l'épouse de Francis McLennan, qui a donné le terrain aux Ursulines et qui sont toujours là aujourd'hui. Bon, tout ça autour d'un plan 1837 qu'on voit pour la première fois aujourd'hui. Ça va? On passe à la prochaine représentation. Alors, c'est un plan que j'ai déjà montré, que j'ai rogné, que j'ai agrandi. C'est un peu flou. C'est un plan de 1847, donc on est 10 ans plus tard. Alors, tu comprendras que je vais chronologiquement. 1847, la ville de Québec fait tracer un plan en vue de visualiser où va passer le tuyau de l'aqueduc. Ils vont faire partir au château d'eau et qu'ils vont faire descendre par gravité jusqu'en ville là, via la rue de l'aqueduc et éventuellement les plaines d'Abraham. Alors donc, évidemment, ce tuyau-là passe à la jeune Lorette, à Loretteville, si on veut. Et quand j'ai étudié ce plan-là, ben, j'ai vu que, ben, vous voyez ici, c'est le tuyau d'eau là, en noir là, qui passe du côté est de la rivière Saint-Charles et qui va passer juste au pied du pont du village Huron. Donc, on a écrit bridge ici, là, on a les chutes ici, Falls, le moulin à farine, près de la chute. Mais du côté ouest de ce plan-là, en 1847, on voit ici qu'il est indiqué sur le coin, dans la courbe, Parker Hotel, l'hôtel Parker. Alors, donc, je sais pas, il n'y a pas de prénom, ce gars-là. Hein, je ne sais pas c'est qui, il n'y a pas de prénom, c'est juste Parker. Visiblement, ce que je sais, c'est qu'en 1837, ben, il y avait Balzaretti. L'hôtel était géré par quelqu'un d'autre. Il cherchait à le louer. Puis là, en 1847, 10 ans plus tard, plus ou moins, on se retrouve avec un plan sur lequel, visiblement, l'hôtel appartient à un dénommé Parker. J'en sais pas plus. Aidez-moi quelqu'un si vous avez une réponse de ce côté-là. Ça va? Alors, très intéressant comme plan. Vous allez voir là, qu'après Noël, une de mes conférences va porter spécifiquement sur l'étude de ce plan-là dans le secteur. Il y a des noms, là, si on l'agrandissait, là, il y a des noms, on voit l'occupation du territoire, on voit certaines constructions, etc., etc. Il est très fascinant à décortiquer ce plan-là. Mais il nous indique, en 1847, que l'hôtel était encore là, mais qu'il était possédé ou géré par quelqu'un d'autre. Donc, l'aqueduc en question va passer finalement en 1954, donc 7 ans plus tard, après le tracé de ce plan-là. Donc, ce plan-là, là, sur les Archives nationales du Québec, on le retrouve en entier jusqu'en ville. C'est un plan longiligne, là, en plusieurs sections, là, qui suit le tracé du tuyau d'eau. Donc, on a ici un extrait d'un plan de la seigneurie Saint-Gabriel qui est daté vers 1850. Alors, on a la rivière Saint-Charles ici, bien sûr, en bleu. On a un ruisseau qui coule ici. Et ce ruisseau-là, là, retenez son existence. OK? Alors, donc, on se retrouve dans la concession Le Rang du Grand Saint-Antoine. Donc, vous voyez, j'ai rogné le plan là, pour le placer. C'est écrit Grand Saint-Antoine. Plus haut, on a au-dessus de Saint-Antoine. On a les noms des occupants de cette carte-là vers 1850. Petite observation intéressante. On voit le nom Falardeau sur ce grand terrain-là. Vous vous en souvenez? Joseph Falardeau, François Falardeau, ceux qui possédaient les terrains autour du terrain de l'hôtel. Puis on a le tracé du chemin qu'on devine ici avec le pont qui mène la rue Racine et qui fait la courbe, vous voyez, qui fait la courbe du Irving, là, si on veut, là, comme ça, vers la rue Racine, vers l'ouest. D'accord? Alors, je l'ai mis parce que on ne voit pas l'hôtel sur ce plan-là. On voit le nom Falardeau. Donc, on essaye de contre-vérifier toujours nos informations. C'est un travail de détective, là, faire des recherches historiques comme ça, vous le comprenez bien. Bon, le ruisseau qui coule là, j'en ai pas la certitude, là,
mais on m'a déjà parlé qu'il y avait un ruisseau qui coulait sur le terrain de l'hôtel. Alors, il y a une de nos membres, là, Mme Pépin, présente ici ce soir, qui m'avait raconté que ses tantes lui avaient mentionné qu'il y avait un ruisseau qui coulait sur ce terrain-là. Alors, est-ce que c'est ce ruisseau-là? Évidemment, il est beaucoup trop large de la manière qu'il est tracé pour être un ruisseau. Il est comparable à la rivière Saint-Charles, on se comprend bien. Et on sait aussi qu'il y a plusieurs ruisseaux qui traversent la rue Racine à gauche, à droite. Bon, celui-là, c'est lequel? Est-ce que c'est celui qui, éventuellement, passe sur le terrain de l'hôtel? On ne le sait pas, on ne le saura probablement jamais, mais ça vient valider l'histoire orale qui est aussi une source importante dans nos recherches. Ça va? Donc, en 1854, Cornelius Krieghoff, le peintre, hein, qui va habiter notamment sur la Grande Allée, va peindre à quelques reprises la rivière Saint-Charles, la chute, le lac Saint-Charles, va venir dans le secteur, va jouer le rôle, en fait, de représentation que faisaient les armées britanniques aussi. Il va peindre ces territoires-là. Et il va peindre, en fait, la chute qu'on reconnaît très bien sûr, on la reconnaît facilement. Donc, on a le moulin à farine ici, on a le moulin à papier, ou le moulin à scie là, à l'époque, plutôt que le moulin à papier, mais enfin. Puis on a le clocher de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette ici, là. Donc, le clocher de l'église du village Huron qui est de l'autre côté. On ne la voit pas, elle est en arrière. Mais moi, ce n'est pas tant ça qui m'intéresse. Pas tant la courbe aussi. Moi, c'est ça ici. Là. Ça ici, là, avec les deux personnages, visiblement une dame avec une ombrelle, puis un homme avec un chapeau haute forme. Ici, là, le long d'une espèce de barrière qui leur permettait d'observer la chute. Bon, c'est soit deux choses. Première hypothèse, c'est le chemin dont on a parlé tantôt qui menait au terrain des Ursulines. Sinon, deuxième hypothèse, c'est un petit sentier qui était aménagé du côté ouest de la chute et qui permettait de descendre pour aller observer la chute à partir du côté ouest, chemin qui va disparaître avec le temps parce que l'érosion des pierres sédimentaires va faire en sorte que la nature va manger le chemin, puis le chemin va partir dans la rivière. Tantôt, je vais vous le montrer, le dit chemin sur une photo, où là, on va avoir la certitude que c'est bien le chemin, le sentier en bas et non le chemin en haut, où les voitures peuvent encore circuler aujourd'hui. D'accord? Mais les deux personnages, chapeau de forme, ils ont l'air de se tenir par la main. En tout cas, c'est pas moi qui invente ça. Mais une dame en robe avec une ombrelle, ça m'indique que c'est pas Joe Blow, le paysan de Saint-Reculé dans l'arrière, qui vient visiter ça. OK? C'est pas le fermier, c'est pas n'importe qui. Ce sont des personnages d'une classe supérieure, clairement. Vous allez voir. Les résidents d'hôtel, certainement. Là, je ne l'ai pas mis. C'est là où ça m'en revient maintenant. J'ai cherché plusieurs fois sur l'histoire de l'hôtel, mais je vous raconte une histoire sur l'hôtel. Un fils d'Alexandre Saint-Amand, qui va devenir le propriétaire de l'hôtel, lorsqu'il avait 10-12 ans, avait comme travail, c'est relaté dans une nouvelle du Journal de Québec, mais au 19e, le vieux Journal de Québec, là, qui a été battu par un résident de l'hôtel parce qu'il chargeait l'accès au passage du petit sentier pour aller voir la chute de près. Fait que là, eux autres, ils s'étaient fait un sentier, ils protégeaient, ils sécurisaient avec une clôture. Fait que vous autres, les bourgeois, si vous voulez aller voir le sentier, c'est 5 cents la fois. Ils payent moins. Fait que là, ils s'étaient fait battre. Ça avait passé dans le journal. Je ne l'ai pas mis dans mes présentations de ce soir, mais c'était ce sentier-là qui descendait le long de la chute du côté ouest. Donc, pas du côté où on peut descendre aujourd'hui, en face. D'accord? En dessous du belvédère. D'accord? Peut-être, sans doute. La CEPAC charge, alors peut-être que c'est ça. Alors, évidemment, là, ici, c'est une représentation artistique. On va voir plus tard sur une photo qu'on voit cette même réalité-là. La prochaine.
Alors, on demande ici à l'arrière si les bâtiments à gauche pourraient être l'hôtel. Je penserais que non, parce qu'ils sont trop au nord. Puis, je ne crois pas que. En fait, ces bâtiments-là représentent clairement là, des maisons de ferme de l'époque, je crois bien, et ne seraient pas des maisons pour être dans le type de bâtiment de l'hôtel. Puis, oui, Hugo, ils ne sont pas dans le bon sens non plus, là. Il aurait fallu qu'ils soient tournés. C'est des maisons, des terrains voisins qui doivent se trouver à peu près là, autour du pont, la maison Ross, dans ce coin-là, là. Possiblement. Tout ça en se fiant à la représentation qui a été faite par un artiste. Bon. C'est relativement fidèle, mais un peu plus en arrière, comme ça, au loin. Est-ce que ça l'était à ce point? Je saurais dire. Mais c'est une bonne question, merci. La prochaine, elle me mystifie, celle-là. Tu sais, des fois, quand tu as des certitudes dans la vie, oui, M. Bernard Poirier, allez-y. Oui, oui, exact. Alors, Bernard Poirier nous mentionne, c'est vrai, il a parfaitement raison, que l'artiste s'est probablement installé avec un chevalet sur le dit chemin qui mène aujourd'hui aux Ursulines, là, pour faire sa toile. Alors, il serait en haut, il voit les gens sur le sentier en bas, puis il voit bon, le moulin à farine, le moulin assis en haut, éventuellement la chapelle, la rivière, la chute, etc. Oui, allez-y. Oui, alors évidemment, l'effet de la direction de l'eau sur la représentation fait peut-être en sorte qu'aujourd'hui, effectivement, ça expliquerait géologiquement là, le départ du petit sentier avec les gens qui marchaient en bas pour aller voir de plus près la chute. Prochaine représentation. Alors, dans le Morning Chronicle and Commercial and Shipping Gazette du 17 mai 1864, on parle du Donnelly's Hotel à Lorette Falls. The above new hotel has just been opened. Visitors can comfortably be attended to the house will prefer and painted. All kinds of liquors of the very best descriptions always on hand. The hotel is directly opposite the one occupied by him for the last 6 years. Je ne sais que dire. Ça, je dois avouer que je ne sais pas quoi répondre à ça. Clairement, on mentionne en 64 qu'on vient de terminer un nouvel hôtel dans lequel on peut boire tout ce qu'on veut. D'accord? Mais qu'il est construit en face de l'autre hôtel qu'il possédait auparavant. Là, je ne sais pas quoi dire. On aurait construit un deuxième hôtel. Où se situait-il exactement? Peut-être en face, dans le coin, juste avant de rentrer dans le petit chemin qui mène aux... Je ne sais pas. Mais visiblement, en 64, il y a 2 hôtels. C'est ce que je comprends. Monsieur derrière. Alors, on demande ici le journal en question, d'où vient-il? Je dois avouer que je n'ai pas vérifié cette information-là, mais c'est un journal dont on trouve des informations en faisant des recherches dans les journaux anciens du Québec, sur le site BANQ des Archives nationales du Québec, dans les journaux anciens. Donc, ça a été publié au Québec, c'est sûr. Peut-être à Québec, peut-être à Montréal, je ne saurais dire. Je vérifierai tantôt parce que ça me questionne.
Je ne sais pas. Je sais pas. Mais il y avait beaucoup de journaux anglais encore à Québec à cette époque-là aussi. Là. Ouais. Votre deuxième question? C'est une bonne question. Donc, on demande ici si l'expression anglophone, là, l'hôtel is directly opposite, hein, directement opposé. Est-ce que ça veut dire construit en face ou le style, ça pourrait être intéressant quand même, à votre remarque. Est-ce que le style nouvellement peint et tout ça est opposé à la direction qu'on avait dans l'autre hôtel auparavant? On a un nouveau propriétaire. Peut-être que c'est ça. C'est intéressant. Oui, j'apprécie ce commentaire-là. À la gang, on finit par en savoir le plus possible. Madame Pépin, oui, mais pas à cette époque-là. On va le voir apparaître dans les années 30 et 40. 1900. La construction de la bâtisse du Piolet, certainement pas dans les années 30, bien avant ça, mais le fait qu'il y ait un hôtel dans ce qui est le Piolet aujourd'hui, c'est à peu près vers 1930. Je suis même tombé là-dessus aujourd'hui encore là, en faisant quelques recherches. Peut-être que c'était un hôtel, que c'est redevenu un hôtel. Je ne saurais dire. Donc, les archives ne me le disent pas, malheureusement. Denis Paul a une question aussi. Oui. Monsieur Saint-Amand va avoir l'hôtel sur le terrain du Irving. Donc, la question était, est-ce que Alexandre Saint-Amand va avoir l'hôtel sur le terrain d'Irving ou en face? Sur le terrain d'Irving. Ah, d'accord. Alors, on me dit que les Chevaliers de Colomb avaient une influence là, dans un bâtiment autour. Là. On pourra chercher ça éventuellement là aussi. Donc, 1864, oui, Marie Quirion à l'arrière. Alors, on me confirme à l'arrière que le Morning Chronicle and Commercial and Shipping Gazette provient bien de la ville de Québec. Donc, c'est un journal local. Voilà. Alors, Alfred Martel, oui? On me demande qu'est-ce que veut dire la dernière phrase. Je pense que c'est une main qui pointe et qui veut dire meals at the shortest notice. Viande pas chère, repas pas cher. Bon, c'est ça que ça veut dire. Rapide, ouais, c'est ça. C'est une main qui pointe, comme plus et numéros dans Word. C'est bon? C'est ça. Ça a été publié le 17 mai 1864. C'est curieux, c'est pas clair, mais c'est ça qui fait que c'est beau et passionnant l'histoire. Environ 10 ans plus tard, j'ai comme toujours quelque chose à chaque 10 ans. Hein? Donc, en 1873, on a ici un extrait. Je t'ai fait un extrait du plan du cadastre de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette. Donc, en 1873, on a comme fait une photographie générale de la réalité foncière du territoire. On a tracé les limites qui existaient précisément à ce moment-là. Puis, parallèlement à ça, on a parti un registre, un dossier qui disait, ben, sur tel lot, un tel vend à telle personne, donne par testament, un tel hérite, un tel achète, un tel a une hypothèque, etc., etc. Ça, c'est le registre foncier du Québec. Parallèlement au registre foncier du Québec, on a le plan qui nous permet de nous situer. Alors, je suis allé voir sur le plan. Évidemment, on n'a pas les maisons, les bâtiments, mais c'est là qu'apparaît la numérotation du lot. Le lot, le numéro de lot du terrain du Irving, donc de l'hôtel, c'est le lot 674. Donc, le lot 674 du plan du cadastre de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette. Je te parlais tantôt du terrain des Falardeaux. Alors, tu vois l'immense terrain ici. Ça, c'est un lot, c'est le lot 673
du plan du cadastre de la paroisse Saint-Ambroise-de qui est immense. C'est sur ce lot-là qu'on va ériger, entre autres, la chapelle anglicane, l'école anglicane, l'aréna de Loretteville, le golf de Loretteville, entre autres, la rue Saint-Amand, qui porte le nom du gars qui va avoir l'hôtel éventuellement, tu me comprends bien. Donc, c'est la famille de Joseph-Alexis Verrette et son épouse Élisa Bacon qui vont posséder à la fin du 19e le dit lot. Ils auront plusieurs enfants et ils seront à l'origine, entre autres, de la célèbre famille de nul autre que le dentiste Pitt Verrette, que vous avez peut-être déjà connu certains ici ce soir. Pitt Verrette, qui éventuellement aura une maison sur le lot 673, voisin du terrain du Irving, maison qui est aujourd'hui disparue. Mais j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'on va voir sa maison sur un autre plan. Donc, cette famille Verrette, bien importante à Loretteville, va avoir une influence capitale et ils ont probablement acheté d'Eddie Falardeau, qu'on a vu tantôt, Joseph Falardeau et autres, là, François Falardeau, qui possédaient des terrains autour. Donc, vous voyez leur gros lot dans le milieu. C'est un terrain qui n'est pas lotissé, alors que tout le long de la rue Racine, ça l'est. Tout le long de Valcartier, ça l'est. Vers le pont, ça l'est ici. Puis au milieu, ils ont tout ça. D'accord? Alors, ces Verrettes-là vont être bien importants. Ils sont les voisins. Ils vont avoir une influence sur l'avenir du terrain et de l'hôtel. 674. Madame Marthe Pépin. Qu'est-ce qu'il faisait? Ben, en fait, je ne sais pas trop exactement qu'est-ce qu'ils faisaient, mais ils avaient, entre autres, ces Verrettes-là, parti le premier réseau d'aqueduc privé à Loretteville. Donc, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, ils vendaient des robinets par maison. Un robinet, ça te coûtait tant. 2 robinets, ça coûtait plus cher. Alors, c'est eux qui avaient construit ce réseau-là. Alors, je pense que ça rapportait quelques sous. Et ils partaient leur réseau d'aqueduc tu sais, quand tu vas chez Canot-Légaré, tu montes Canot-Légaré, puis pas longtemps à gauche, après Canot-Légaré, il y a un genre d'étang là, sur lequel on pouvait patiner, un petit lac, là, la savane, là, comme dit, ben, ils se partaient leur tuyau dans ce coin-là. Puis ils descendaient ça dans le village à la fin du 19e, avant l'arrivée de l'aqueduc municipal. Puis à chaque fois qu'on va voir quelque chose se partir à Loretteville, la compagnie électrique qui va se faire du pouvoir électrique dans la chute après l'incendie, il est là-dedans. Quand on va voir le golf, la création du golf, les Verrettes sont là-dedans, sont dans tout, sont impliqués, puis ils investissent, puis ils vont vendre aussi des terrains éventuellement, là, ce qui va leur apporter beaucoup d'argent à partir de cet immense lot-là au départ. Ça va pour le cadastre de M. Renaud? Vous avez une question? Donc, on mentionne qu'il y avait un moulin assis sur le terrain. Effectivement, il y avait des moulins assis sur le terrain de l'aréna de Loretteville d'aujourd'hui. Donc, vous alliez, monsieur Jean-Guy Renaud mentionne qu'il allait chercher du brancy sur le lot 673 pour remplir les murs comme isolation. Là, je ne pourrais pas dire qui était exactement le propriétaire du moulin assis, mais sur ce site-là, il y avait plusieurs industries. Alors, 673, 674, des numéros qu'on retient. Alors ici, là, depuis tantôt, je vous mentionne qu'à un moment donné, les Saint-Amand vont devenir propriétaires du lot, donc aussi de l'hôtel. Alors, on a ici la famille d'Alexandre Saint-Amand, père, parce qu'Alexandre Saint-Amand, il y a père et fils. Alors, Alexandre Saint-Amand, père, dans le recensement du Canada de 1881, alors je l'ai fluorescé en jaune ici, là. Saint-Amand Alexandre, masculin, 53 ans. Voilà, ici, on met des toc-toc, ça veut dire qu'il est catholique, parce que sa femme, Mary Turner, elle est de l'Église d'Angleterre. Église d'Angleterre. Puis là, ici, je devine qu'elle vient de la région du Jersey. Probablement.
Et lui, Alexandre Saint-Amand, son travail en 1881, il est hôtelier. Donc, c'est une des premières traces certaines de la présence d'Alexandre Saint-Amand, père, comme hôtelier, donc gérant de cette bâtisse-là, l'hôtel Saint-Amand, qui va porter son nom. Oui, Madame Falardeau. Certainement. Plutôt de son fils. Alors, on mentionne ici Saint-Amand. Est-ce que c'est le nom de M. Saint-Amand en question? C'est son fils qui va aussi porter le nom d'Alexandre Saint-Amand et qui va devenir maire de la Jeune Lorette, puis après 1913, maire de Loretteville, préfet du comté de Québec, un personnage super important et influent dans la région, qui va, avec les Verrettes, se retrouver dans la compagnie d'électricité, dans la compagnie d'aqueduc, dans l'Union Saint-Joseph, dans toutes les organisations, avec le notaire Cyril Renaud. Tout ce gang-là ensemble se retrouve tout ensemble. C'est toujours le même monde. Dès que tu en cherches un, tu retrouves tous les autres autour. D'accord? Donc, Alexandre Saint-Amand, on va donner son nom à la rue Saint-Amand. Donc, dans le, comment on disait déjà, Denis, le Petit Bois. Dans le Petit Bois, lorsqu'on ouvre la rue vers 1920, plus ou moins, un petit peu avant 1920, et qui menait, là, vous le savez, à la chapelle anglicane qui, elle, va être construite en 1919. Donc, la rue Saint-Amand, c'est en l'honneur du fils de ce premier hôtelier de la famille Saint-Amand, Alexandre. Madame Pépin. Non, on ne dit pas propriétaire de l'hôtel, mais dans le registre foncier, c'est lui qui est propriétaire du terrain. Il aurait pu être hôtelier sous un autre. Oui, il aurait pu juste être le gérant, là, par exemple. Mais il était aussi le propriétaire de la bâtisse. Et c'est pour ça que le recensement le mentionne à cette place-là. Parce que le recensement recense juste les personnes qui habitent les terrains qu'on recense. Puis quand j'ai fait l'exercice, là, quand on regarde les noms des personnes autour, là, je reconnais, eux aussi, là, je sais c'est qui. Je sais que je suis dans le bon secteur. C'est drôle, hein? Alors, voilà. Donc, 1881, recensement du Canada. C'est dans les premiers recensements nominatifs. Là. Le premier, c'est en 71, on nomme tout le monde. Avant ça, on nommait juste les hommes. Alors, ben là, on nomme les femmes, mais ils n'ont pas de nom de famille, comme vous voyez. Là. Comme elle s'appelle Marie Turner, mais c'est Saint-Amand. Là. C'est Saint-Amand. D'accord? Allez-y. Oui, c'est aussi Alexandre. C'est vrai. Sur la rue Saint-Amand. Alors, on a ici une photo de vers 1880 de Louis-Philippe Vallée, une superbe photo où on voit la chute. Ben, on devine la chute un peu. Là. On voit le vieux moulin à farine ici, qui date de 1731-32. On devine un barrage ici sur la rivière qui retient l'eau pour envoyer ça dans le moulin à papier, probablement. On voit le boisé en haut. On voit cette maison-là. Elle me travaille, cette maison-là. Il y en a des maisons à cet endroit-là aujourd'hui, mais elles ne sont pas comme ça. D'accord? Vous le savez. Regardez sa forme. Regardez là, son côté, là, il est très haut avec un genre de mur coupe-feu, une cheminée centrale, deux lucarnes avec un toit qui a l'air très à pic. Ça ressemble à une maison qui date probablement de la fin du 18e, là. D'accord? Une maison de style française avec une pente très, très abrupte. Probablement un toit en bardeau de sève, avec deux petites lucarnes là, vers la chute, probablement. Et qu'on me questionne, là. Ben, c'est là que je m'en allais. Alors, moi, c'est ça. Tu sais, j'ai tourné autour d'abord, là, puis après ça, je t'amène dans le sentier. Là. On le voit très, très bien. Là. Je t'en ai parlé tantôt. Le sentier qui descendait, hein, où on faisait payer la clôture, puis tout ça, hein, c'était les gens de l'hôtel qui faisaient payer pour varier leurs revenus. Alors, on voit même la clôture du chemin ici, là. Donc, très, très bien, qui permettait de descendre assez bas quand même pour aller voir la chute de plus près. Donc, était un attrait touristique fort important. Probablement un des plus magnifiques de la région de Québec. Là. Je pense que c'est ce qu'on a dit tantôt, certainement. Oui, allez-y. L'érosion, comment ça a travaillé comparativement à cette photo-là qui est en 1880. Ouais.
Oui. Alors, on mentionne ici, on voit l'érosion, là. Tu sais, quand on compare 150 ans ou presque plus tard, parce que c'est quasiment ça, là, on est 150 ans plus tard, donc on mentionne l'érosion, puis tout ça, la disparition des grands arbres, puis tout ça. Il y a même ici aussi, tu sais, quelque chose qui nous questionne. Je ne sais pas si vous avez le bon œil, là, mais quand on agrandit vraiment la photo, il y a comme une structure de kiosque ou quelque chose comme ça, juste ici, là, avec des madriers en bois qui ont cette forme-là, puis peut-être un petit toit. Ici. Tu sais, une table à pique-nique, un endroit, on le sait, je ne sais pas. C'est peut-être pour l'entrée du sentier aussi, justement. Ben oui, c'est ça qu'on dit ici, là. C'est une bonne idée. Oui, oui, une autre question? Oui. Alors, on me questionne sur la paroi du côté ouest, là, à savoir est-ce que c'est encore comme ça aujourd'hui? Là, il y a Hugo qui veut peut-être répondre à la question. Vas-y, Hugo. Donc, on mentionne qu'on a perdu jusqu'à 50 centimètres. Puis, même moi, là, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, au début des années 90, on pouvait traverser dans le coin du parc de l'Orme sur une passerelle et marcher du côté ouest jusqu'à la chute. Donc, il y avait un sentier aménagé, là, sécurisé, du côté des Ursulines, puis on marchait jusqu'à la chute. Ça a été fermé au début des années 2000 parce que là, ça tombait, hein, ça s'égrenait, là, la roche sédimentaire tombait, puis c'était trop dangereux. Les Ursulines ne voulaient pas, en fait, bon, je les comprends aussi, là, placer des gros filets en fer, là, en cage à poule, un peu, là, pour empêcher que ça tombe. Oui, c'est ça. On mentionne qu'on voit deux piliers de ciment quand on descend dans le canyon. C'est les piliers qui tenaient le petit pont pour piétons là, qui permettait de traverser dans le canyon. Donc, ça a été enlevé pour sécurité. Là, et je connais personne qui a déjà traversé après que le pont a été enlevé. Personne. Monsieur Renaud? Ah ouais, M. Renaud nous mentionne qu'il y aurait eu une échelle qui aurait descendu d'en haut jusqu'en bas. Eh boy, ça devait être toute une échelle hein, parce que c'est jusqu'à 40 mètres de haut hein, dans le canyon. Là. C'est 100 pieds. Alors, c'est une photo magnifique, cette photo-là. Vraiment, là, est exceptionnelle. Puis en tout cas, pour dévier un peu du discours principal, ce qui ne m'arrive jamais, remarquez ici là, que dans le moulin à farine, l'entrée d'eau était dans une lucarne en haut dans le toit. Donc, l'eau arrivait par le haut du moulin à farine, rentrait ici, faisait tourner la roue qui se trouvait dans cette section-là et ressortait par en bas par gravité après avoir fait tourner la roue. Alors, c'est une super belle vue, super belle photo. Puis, il y a une maison bizarre de l'autre côté qui me questionne. Monsieur Savard, je sais qu'elle vous questionne, vous aussi, cette maison-là. Allez-y. Oui. Alors, M. Vincent Savard mentionne que Philippe Aubert de Gaspé est allé dans le cottage de Andrew Stewart. Alors, on se demande si la maison que l'on voit ici pourrait être le cottage d'Andrew Stewart. C'est une hypothèse sérieuse, très sérieuse. D'accord? Est-ce que vous avez une question, Hugo? Oui, alors donc, Hugo mentionne que la ville a des outils que nous n'avons pas sur des plans cadastraux. Ils ont superposé des cartes une par-dessus l'autre. Puis, ben, ils ont des traces de bâtiments que l'archéologie ou des plans anciens ont démontré. Puis, on pourrait peut-être essayer de valider cette information-là, voir qu'est-ce qu'il y a de construit dans ce chemin-là. C'est une excellente remarque. Merci, Hugo. On va le faire certainement. Ça va? Je ne pensais pas lever les passions à ce point en vous parlant d'Irving. J'en suis fort heureux.
Alors ici, on a une magnifique photo, en fait, de 1894. Je suis encore à peu près 10 ans plus tard. Hein, c'est toujours à chaque 10 ans ou à peu près. En 1894, il y a un photographe qui s'appelle Philippe Gingras qui vient ici à la Jeune Lorette, ça ne s'appelle pas encore Loretteville, et qui vient prendre des photos des lieux, des bâtiments importants pour souligner le 100e anniversaire de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune Lorette. La paroisse Saint-Ambroise de la Jeune Lorette a été fondée en 1794 d'un détachement de Charlesbourg, et en 1894, on a pris des photos du presbytère, de l'église, de la chute, des moulins et de l'hôtel Saint-Amand. Alors moi, ça, historiquement parlant, ça me démontre que l'hôtel était important. Aussi important que le presbytère, l'église, le moulin à farine, puis c'est ça, hein? Puis la chute, hein? C'est ça. Alors, équivalent. Il n'a pas pris les maisons des paysans. Non, il a pris les lieux significatifs du terroir pour souligner le 100e anniversaire de la paroisse. Moi, je n'ai jamais entendu parler de l'autre hôtel, seulement en 1864. C'est nouvellement, mais dans lequel on a accès à des repas, n'est-ce pas, et la boisson, bien sûr. Alors, cette photo est magnifique parce que non seulement on photographie l'hôtel, voilà l'hôtel, le fameux hôtel, on a très peu de photos de l'hôtel, soit dit en passant. Non seulement on photographie l'hôtel, mais on photographie du monde, des civils, des gens de la vie normale, là, pas des curés, là, du vrai monde. Ben là, il y a du monde bizarre quand même là-dessus. Si vous me suivez sur Facebook, si vous suivez le groupe Facebook de la Société d'Histoire, j'ai déjà fait un agrandissement de cette photo-là en faisant un encadrement autour de ces gars-là, et en disant, savez-vous c'est qui ces gars-là avec des vélos, des casquettes et des médailles? On n'a pas de réponse hors de tout doute. Mais ça se peut. Mais pourquoi aurait-il des médailles? Je ne sais pas. Y a-t-il une guerre récemment? Non. Non. Je ne sais pas. Vincent Savard, avez-vous une tentative de réponse? Oui. Oui. Club cycliste qui va le 1er août 1900 à aider à sortir les gens et certains matériels des moulins. Il y avait des costumes. C'est ça. Peut-être que c'est le costume du club de vélo en question dont on a entendu parler en 1900. Chose certaine, il y a des gens en vélo, il y a des gens avec des médailles, il y a des gens bien habillés. Il n'y a pas beaucoup de femmes, il y en a une ici. C'est peut-être, moi, c'est ça. Ici, là. Ça a l'air d'être une petite fille, plus qu'une. Puis on a un enfant ici. Mais en tout cas, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que tout le monde sur la photo est mort. C'est certain? Alors, on me demande ici si la dame est assez vieille pour être la femme du propriétaire. Je ne sais pas. Peut-être. Il y avait 53. Le propriétaire, Alexandre Saint-Amand, avait 53 ans en 1881. Fait que je ne sais pas. On ne sait pas c'est qui. Évidemment, là, dans le meilleur des mondes, mais là, il est trop tard, je pense, là. Dans le meilleur des mondes, on aurait eu du monde qui nous aurait identifié des gens sur la photo. Mais là, je pense que c'est perdu, ce défi-là. Tu sais, ça aurait pris vos parents qui auraient identifié leurs parents, peut-être, sur la photo. Là, c'est trop difficile, c'est comme pas possible. Il y a des femmes ici. Oui, oui. Il y a des femmes ici. Peut-être des employés de l'hôtel, je ne sais pas. En tout cas, il y a du monde sur la galerie de l'hôtel, devant l'hôtel.
On a organisé ça pour avoir une photo digne de l'importance du bâtiment dans la communauté. Pour moi, c'est clair. Ça va? Des porteurs. Oui. On a un porteur de chapeau haut de forme ici, de même que son voisin. Donc, il y a des gens, le chapeau était là, hein? Le chapeau était présent. Oui, oui, oui. Enfin, chose certaine, c'est que cette photo est probablement celle sur laquelle on voit le plus l'hôtel dans son histoire. D'accord? Dans toutes celles que j'ai vues, c'est-à-dire 3, cette photo-là de l'hôtel est celle où on le voit le plus. D'accord? Prochaine. Alors, le plan d'assurance de la région de Québec de 1898, on voit le territoire de Loretteville, qui ne s'appelle pas encore comme ça, qui s'appelle encore la Jeune-Lorette. On voit donc sur ce plan la courbe de la rue Racine vers le pont. On voit la falaise, la rivière qui mène à la chute. Et on voit l'hôtel qui a 2 étages et demi avec une grande galerie tout le tour. D'accord? Sur 3 côtés. Donc, sûrement avec vue sur la rivière, vue sur la chute. Par là-bas, c'est pas intéressant de voir. D'accord? Ce qui nous intéresse, c'est par là-bas. D'accord? Voilà. Alors, donc, c'est la première représentation réelle sur un plan, à part le plan de Balzeret en 1837, là, de l'hôtel en 1898. Donc, on s'en souvient, sur le plan de Balzeret en 1837, il y avait un bâtiment au loin en arrière, là. Il y avait des jardins ici. Voilà. C'est ça qui est ça. C'est chez Rochette, en briques. C'est pour ça que c'est rose. Donc, on a déjà une carte postale qu'on voit dans la courbe, mais on ne voit pas de ce côté-là, on voit ici. On voit le magasin Rochette avec un enfant là, sur la galerie, sur une carte postale qui date de 1904 à peu près. Donc, c'est le tracé de la rue des Ursulines. Ça a été démoli. La rue des Ursulines descend comme ça. Voilà. Ben, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la forme des toits. Sur ces plans-là, on a la forme des toits. Puis ici, on voit qu'il y a comme un toit d'un étage et demi, donc la maison d'un étage et demi, et on voit la forme du toit ici, là. Comme ça. D'accord? Puis ici aussi, un étage et demi, alors qu'ici, c'est plus haut, là, c'est plus haut bâtiment. 2 étages et demi. Beaucoup plus haut. Comme un peu sur la photo, 4 ans plus tôt. Ça va? On suit? Super. Non, pas sur ce plan-là. Sur d'autres, oui. Ouais. Prochaine. Dans le soleil du 18 novembre 1905, là, 7 ans plus tard, tu sais, j'ai des marqueurs là, dans le temps, là, assez réguliers. Il y a de joyeuses agapes, des forestiers de Saint-Ambrois. C'est ça. D'accord? Écoutez bien, je vais vous le lire parce que c'est écrit petit pour vous au fond. Le banquet à la Jeune Lorette en l'honneur des forestiers canadiens, le 15 novembre au soir, a eu lieu dans les magnifiques salles de l'hôtel Lorette. Les magnifiques salles de l'hôtel Lorette. Pour cette fin, il s'était formé un comité spécial de la Cour des forestiers canadiens de Lorette, lequel sont composés comme suit: le docteur Louis Leclerc. Bon, lui, le docteur Leclerc, il était marié avec la fille d'Alexandre Saint-Amand, fils. D'accord? D'accord? Le docteur Joachim Reed, Canot-Légaré, premier maire de Château-d'Eau. Charles Pajot, je ne le connais pas lui. Joe Linteau, Wilfrid Cardinal, Émile Brunette, Rosario Roy et Honoré Sans Façon. Ce comité s'est occupé activement de l'organisation du banquet. À 8 heures, tous les officiers et une centaine des membres, OK?
quand même. Et une centaine de membres firent leur entrée à l'hôtel Lorette. Le propriétaire de l'hôtel, ainsi que tous les employés, reçurent les citoyens d'une manière satisfaisante qui mérite des éloges de tout le monde. Dans la salle du banquet, on remarquait à la table d'honneur tous les officiers, messieurs E.R. Bouchard, organisateur en chef des cours françaises des forestiers canadiens de la province de Québec, M. Pierre Savard, président de l'Union Saint-Joseph de Lorette, M. Théodore Goulet, président de l'Alliance nationale. Officier des forestiers canadiens, Dr. Louis Leclerc, chef ranger, un ranger des forestiers canadiens. Je ne sais pas ce que ça fait, mais en tout cas, probablement, c'est ce qu'on dit. Charles Pajot, ex-chef, Dr. J. Reid, vice-chef trésorier, Honoré sans façon, secrétaire archiviste, Joseph Duchesneau, secrétaire financier, J.B.A. Saint-Amand, auditeur, et Hector Derry, correspondant à Lorette pour Le Soleil. Les tables étaient bien garnies, aucune faute, de différents mets et arrosées d'excellents vins. Les décorations de la salle jetaient un magnifique coup d'œil. Il y a plusieurs santés de proposer. Le docteur Leclerc à la haute cour, réponse par l'organisateur en chef. À la santé des sociétés sœurs, réponse par Cyril Renaud, NP. Notaire public, tu le reconnais, Cyril Renaud? Je t'en ai parlé tantôt. Cyril Renaud, sont tous dans les mêmes organisations, tous le même monde tout le temps. Hein? Cyril Renaud, notaire public à la Cour des forestiers canadiens. Réponse par le docteur J. Reid. À la tribu Huron, réponse par Ovid Sioui, chef. Aux dames, réponse de Cyril Renaud, notaire public. Tu sais, ils se répondent, ils s'envoient des toasts. Hein, c'est ça qu'on a compris? À l'ex-chef, réponse par Charles Pajot. À la presse, réponse par Hector Derry. Enfin, c'est ça qui nous intéresse. L'on s'amusa jusqu'à une heure avancée de la nuit. Il y a eu chant, danse et musique. Et tout le monde se sépara, enchanté, et gardera longtemps le souvenir. Alors, on avait tout oublié, mais ce soir, on s'en souvient. Donc, moi, je trouve ça intéressant parce que c'est beau une photo, c'est beau un plan, c'est beau lire qu'il y a l'existence de, mais là, on décrit qu'est-ce qui se passait dedans l'hôtel. Je trouve ça merveilleux. De l'archiviste de l'organisation? Oui, un secrétaire archiviste. Essentiellement, c'est le secrétaire qui garde les papiers puis qui les classe. C'est ça que je pense. Si jamais vous avez les archives du dit organisme, vous nous en ferez part. On est intéressé à les récupérer. Denis Paul? Donc, on me dit qu'il y avait une compagnie d'assurance qui s'appelait les Forestiers. C'est vrai. On parle de l'existence d'une compagnie d'assurance qui s'appelait les Forestiers. Oui. Oui. Ah! Donc ça serait peut-être, là, on a une belle piste ici venant de la salle qui nous dit que ça pourrait être une compagnie d'assurance, les forestiers canadiens. On va vérifier tout ça, là. On va chercher là-dessus. Vincent Savard. Une compagnie d'assurance mutuelle qu'on mentionne. Oui, c'est ça. Exactement. On a compris. Donc, dans 1905, il y a plus de 100 ans maintenant. Dans l'événement du 23 novembre 1905, dîner à Lorette, le titre de chef honoraire des Hurons de Lorette a été conféré à M. Folker Cronenholm. Si vous êtes capable de le dire mieux que moi, essayez-vous. En reconnaissance, le titulaire a lancé des invitations pour un dîner qui sera donné à l'hôtel Lorette lundi soir, le 11 décembre. Donc, à ce moment-là, on arrive à comprendre, à deviner que l'hôtel s'appelle l'hôtel Lorette. D'accord? Propriété de la famille Saint-Amand. C'est encore les Saint-Amand à ce moment-là. C'est encore les Saint-Amand qui sont propriétaires. Dans l'événement, un autre journal, du 5 février 1906, on mentionne, mardi dernier, nous avions le plaisir d'assister à une mascarade sur le rond de glace à l'hôtel Lorette. Donc, à l'arrière, visiblement, il y avait un rond à patiner, une patinoire. Donc, il y a eu une mascarade.
comme il y en a eu une sur la rue Racine samedi dernier, c'est pas d'aujourd'hui qu'on mascarade sur la rue Racine, n'est-ce pas? Inutile de vous dire qu'il y avait des costumes de tout genre, à partir du plus chic au plus grotesque. Après la mascarade, il y a eu lunch à l'hôtel Lorette. Voilà. On continue. J'ai un autre plan, cette fois-ci en 1917. D'accord? Alors, on a un plan de la courbe. Ici, la falaise, la chute. Ici, il y a un hydrant pour éteindre les feux. Puis, on a des bâtiments à l'arrière. Puis, je vous fais remarquer ici qu'au fond complètement du terrain, Mocassin Factory. Donc, il y a une manufacture de mocassins et d'autres bâtiments. On a toujours un bâtiment à 2 étages et demi avec une galerie des 3 côtés. Et par rapport au plan de 1898, 20 ans plus tôt, il y a une curiosité. Le bâtiment Crochy, il a changé d'angle un peu. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas pourquoi. Et là, je vous invite aussi à voir le nom qui est écrit ici. E-B-A-S-T. Alexandre Saint-Amand, fils, était marié avec une dame qui s'appelait Elmire Sioui. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce qu'à un moment donné, il y a des Bastiens qui ont été dans la gestion de l'hôtel? Je ne saurais dire quoi exactement, mais c'est questionnable de savoir pourquoi c'est écrit E-B-A-S-T. Je pense que c'est peut-être Bastien. J'ose deviner, mais je ne suis pas certain, je n'ai pas de preuves. D'accord? Alors, 1917, plan d'assurance. On voit qu'il y a un autre petit bâtiment qui est érigé plus sur le coin vers la rue Racine, là. Ici. Il n'était pas là dans le plan. Il était là? Ah ouais, ben, c'est correct. Correct. Oui, M. Martel. Ça, on voit l'apparition en 1917 de la maison du père de Sébastien Verrette. Sébastien Verrette, le dentiste, Pitt Verrette, son père était médecin et il habitait dans la maison construite sur le lot 673. Donc, la maison est apparue à ce moment-là. On la reconnaît, cette maison-là, notamment par la bay window ici, qu'on va retrouver ici. Et c'était une maison donc mansardée, comme vous voyez là, comme ça. On voit la forme du toit, il y avait 2 étages et le secteur de la bay window en avait qu'un. Donc, ça, c'est la famille Verrette qui va se bâtir, qui va lotisser une partie de leur immense lot 673, qui va construire sur le bord de la rue Racine. Bâtisse qui est disparue aujourd'hui. Elle n'existe plus. Je ne sais pas quand elle a été démolie. Nous n'avons qu'une seule photo. Je ne vous l'ai pas mise ce soir parce que c'est une carte postale qui a mal été numérisée. Elle est hyper floue. Mais on voit une clôture blanche en avant. On voit la forme de la bay window de cet édifice-là. Ça va? Donc, M. Pajot, Yvan Pajot. Oui. 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 C'est lui qui vous a mis au monde. Arrêtez donc, M. Pajot. Ça date d'une couple d'années. Quel beau témoignage. Merci, M. Pajot. Intéressant quand même. Oui, non, c'est ça, là. À un moment donné, le père du dentiste Verrette vous a mis au monde dans la rue Lessard. Il était parti chez lui, c'est pas très loin, pour aller participer à cet événement. Heureux. Bravo. Merci pour l'anecdote, ça fait ma soirée. Alors, si on continue, on voit ici sur la prochaine. Alors donc, le décès d'Alexandre Saint-Amand avec un T sur la carte mortuaire. Alors, on a sa photo, là, qui est une photo qui a circulé quand même assez. Là. On a des mosaïques des maires de la région de Québec, où on voit à peu près tout le temps cette photo-là d'Alexandre Saint-Amand, fils
D'accord? Saint-Amand avec un T sur la carte mortuaire, alors qu'on écrit tout le temps D habituellement. Alors, ancien préfet du comté de Québec, époux de Dame Elmire Sioui, décédé le 4 juillet 1923 à l'âge de 67 ans et 3 mois. Donc, il est inhumé en dessous d'un des plus beaux, c'est peut-être pas le meilleur mot, là, mais d'un des plus imposants monuments dans le cimetière ici à l'arrière de l'église. Donc, c'est une colonne là, tout juste en arrière, là, vers le milieu de l'hôtel, pas de l'hôtel, du cimetière, vers le milieu de l'église. À gauche, en descendant, il y a une colonne là où les Saint-Amand donc, sont enterrés. Il y a deux colonnes l'une à côté de l'autre. L'autre, c'est la famille Verrette. On se comprend? Donc, ancien préfet du comté de Québec. Donc, lui, il a été maire du village de la Jeune-Lorette, puis ça va devenir Loretteville en 1913. Il va rester maire, puis il y a l'organisation supramunicipale qui s'appelle le Comté de Québec. Loretteville va être le chef-lieu du Comté de Québec et Saint-Amand va être le préfet du Comté de Québec. D'accord? Personnage illustre. À Loretteville, municipalement parlant, dans les investissements qu'il va faire dans la compagnie hydraulique et électrique de Lorette, etc. Comme maire, comme préfet de comté, comme investisseur, comme hôtelier, et régionalement aussi, dans le comté de Québec, qui incluait Charlesbourg et toutes les villes autour, là, bien sûr. Donc, décédé le 4 juillet 1923. Prochaine photo là, qui nous proviennent de la collection de Marthe Pépin. Là. Marthe Pépin nous a fourni là, deux photos magnifiques à l'hôtel dans les années 20-30. On n'est pas certain de la date exacte, mais ses tantes, corrigez-moi si je me trompe, Madame Pépin, les tantes de Mme Pépin étaient engagées par l'hôtel pour aller faire des activités pour divertir les gens qui résidaient quelque temps à l'hôtel. Donc là, visiblement, ici, elles avaient fait un atelier de fabrication de chapeaux. C'est ce que je comprends. Et bien voilà, on les voit photographiés là, accrochés, assises et debout là, sur un coin de la galerie de l'hôtel. On remarque aussi une chose intéressante. Colonne d'estimement avec une boule ronde là, sur le dessus, là, probablement en fer, qui était probablement en fait vis-à-vis le chemin d'entrée qui menait vers la porte centrale de l'hôtel. Ça va? Années 20, 30, plus ou moins, le style d'habillement nous confirme que c'est bien cette époque-là. On en a deux, il y en a une autre. Donc, on voit un petit peu plus proche. Votre tante est là sur la photo, hein? Madame Pépin, elle est ici, si je me souviens bien. Ici? Elle. Donc voilà, qui a vécu dans votre maison, là, à l'université. Ou à l'université Pépin. Tout le monde connaît l'université Pépin sur la rue Lessard à Loretteville. Alors, c'était donc dans la maison de Mme Pépin ici présente. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, là, Mme Pépin nous confirme que ses tantes étaient des institutrices, donc d'où l'idée, là, un peu à la blague, de l'université Pépin, là, sur la rue Lessard à Loretteville. Donc ces dames-là étaient convoquées par les gens de l'hôtel pour divertir les villégiateurs qui étaient en place à l'hôtel, donc avec des activités diverses, dont entre autres des bricolages. Monsieur Pajot, vous voulez compléter? Vous êtes un ancien de l'Université Pépin. Alors, Yvan Pajot nous dit qu'il a étudié à l'Université Pépin, bien sûr, avec Diana, ici présente. Voilà, votre ancienne institutrice. Merci. D'autres ont étudié à l'Université Pépin dans la salle? Et
Vos parents, les parents de Denis, mais pas Denis. Ouais, c'est ça. Bien. L'université était fermée quand Denis aurait eu l'âge d'aller étudier à l'Université Pépin. Vincent Savard? Oui, oui. Donc, votre frère aîné participait à de l'aide aux devoirs dans les années 50, toujours à l'Université Pépin. Ah, oui. Donc, à l'Université Pépin, on nous confirme ici qu'il y avait du rattrapage qui se faisait là, assez tard dans le 20e siècle, j'oserais dire, là, où on aidait les gens qui avaient de la difficulté ou qui avaient raté des cérémonies religieuses, du catéchisme, des devoirs, des examens, je ne sais pas quoi. Alors, à l'Université Pépin, bien sûr. Et ces dames de l'Université Pépin, bien, venaient passer du temps à l'hôtel pour toujours divertir les villégiateurs en question. Ouais. Oui, oui, M. Pajot. L'université a ouvert dans la maison. Après, c'est allé dans le garage. Alors, M. Pajot nous mentionne ici, là, pour les gens qui sont à distance, qu'il a fait sa première année dans la maison de la famille Pépin et sa deuxième année, il a fait partie de la cohorte qui a inauguré l'Université Pépin dans le garage à l'arrière de la maison. Oui, allez, Mme Pépin. Il servait de tannerie. Oui. Donc, on aurait tanné des pots, c'est ce que nous dit Mme Marthe Pépin dans la salle. On tannait des pots dans ce garage-là et finalement, c'est devenu un lieu d'éducation dans lequel a étudié M. Yvan Pajot ici présent. Monsieur, oui. Oui. C'est quoi l'adresse de l'université, Mme Pépin? L'adresse de l'université, si on veut passer pour voir, c'est 20 rue Lessard. Se prenait par en arrière. Oui, c'est ça. 20 rue Lessard, l'Université Pépin. Par la rue Auclair. Vous, M. Renaud, vous restez au 44, donc vous connaissez bien ça aussi. 28, c'était la grand-mère de Lisette à l'avant ici. Donc, 27, c'était chez Denis Paul. Mieux. Ah, la piscine du vin et l'essor est sur l'emplacement du hangar. Voilà. Alors ici, Alfred Martel demande si on avait fait des retrouvailles de finissants. Ce serait une belle activité à faire. Ouais, c'est ça. Prochaine. Et là, tout d'un coup, en 1954, ma prochaine trace sur le plan d'assurance de 1954, on confirme à ce moment-là que l'hôtel n'existe plus, qu'on a toujours la maison de la famille Verret du dentiste avec la bay window, et que là, tout d'un coup, on a Gasoline Service Station avec le garage qui deviendra l'Irving, avec cette petite courbe ici devant que vous reconnaissez, hein? Que là, qu'on ne voit plus, mais qu'on sait qu'il y avait. Alors, donc, on a la construction du garage. Alors, rapidement, ce qui s'est passé dans les titres, en 1937, d'accord, l'hôtel va probablement faire faillite. Il va y avoir une vente pas à l'encan, mais par le shérif de l'hôtel. À ce moment-là, la femme du docteur, la mère du dentiste, va acheter l'hôtel et son terrain au complet et va revendre quelques années plus tard, en 1948, à Pétrole Québec Inc., qui, après 1948, vont faire ériger le garage et il était construit et utilisable en 1954. Donc, en 1937, la crise économique, Alexandre Saint-Amand était mort depuis 1923. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? On devine qu'il y a eu un problème économique
que les gens ne voyageaient plus, louaient plus de chambres d'hôtel à cause de la crise, et que ça a entraîné la faillite probablement. Il y a eu récupération du bâtiment, vente par le shérif, achat par la voisine, et vente quelques années plus tard, à profit, bien sûr, vous le comprenez bien, à la compagnie Pétrole Québec, qui, à travers le temps, va vendre à Irving. Puis Irving, bien, est toujours le propriétaire du lot 674 aujourd'hui. D'accord? Alors, plan de 1954, c'est l'histoire de la station-service à ce moment-là. L'hôtel est disparu. Il a été démoli quelque part entre 1937 et 1954. Je ne sais pas exactement quelle année. Je n'ai pas de traces qui me le démontrent. Je n'ai pas de photo, rien. Mais il disparaît. Il était ici, l'hôtel. Ici, il y a les cuves de station-service, d'essence, à peu près ici. Donc, moi, je présume, je n'ai pas de certitude, que les fondations de l'hôtel sont probablement ici, en dessous de l'asphalte qui est encore sur le terrain présentement. D'accord? Parce qu'ils ont sûrement creusé pour mettre les cuves d'essence sans se donner trop de troubles. Hein? Ils n'ont pas démoli des fondations pour le plaisir. Ils ont sûrement creusé juste à côté. Ils ont mis les cuves d'essence là, les pompes au-dessus. Puis, d'après moi, à côté, il y a encore les fondations de l'hôtel. Puis, autour des fondations de l'hôtel, dans les fondations de l'hôtel, en dessous de la terre, il y a sûrement plein de traces qui nous permettraient de faire vivre encore plus l'histoire, non pas avec des documents, mais avec l'histoire matérielle éventuellement. Ce serait le travail des archéologues. Alors, il y a des questions? M. Pajot et M. Brunet ensuite. Oui. Oui. C'est vous. Alors, M. Pajot. Alors, ici, Yvan Pajot nous précise qu'il a été le premier gars qui mettait du gaz dans les voitures, le pompiste, lorsque la station-service a été inaugurée. Monsieur Édouard Pagé, chauffeur d'autobus, était propriétaire de la station-service. Et vous avez trouvé un petit job d'étudiant? Ah, c'était du bénévolat! Arrêtez donc! Mais vous faisiez du pourboire. Oui, oui. Merveilleux. Merci pour votre témoignage, monsieur Pajot. Je ne sais pas après, par exemple. Pharmacie Néron, c'est ici. En brique, parce que c'est rose. Ici, les huiles Martel. Ici. Le club des racketteurs. Donc, ici. Mais ça, le club des racketteurs, là, vous savez, là, je ne l'ai pas dit, mais c'était propriété de Richard Saint-Amand. Donc, qui était dans la famille Saint-Amand, qui était le frère d'Alexandre. Donc, au deuxième étage, le club des racketteurs. Donc, ça, c'est disparu. C'est le stationnement du Piolet en face. Donc, ici, c'est encore là, la pharmacie Néron, là, mais qui n'est plus ça aujourd'hui. Puis ici, ben là, c'est disparu. Le terrain est vide complètement aujourd'hui. Ça va? Oui, il y avait la caisse populaire de Loretteville ici sur l'autre bâtiment par la suite. La maison Lheureux, le notaire. Dans le bureau du notaire Lheureux en arrière. Notaire Lheureux qui, d'ailleurs, aurait possédé les archives du comté de Québec. Parce que Cyril Renaud en était le secrétaire. C'est vrai. De Cyril Renaud, qui est aujourd'hui aux Archives nationales. Je l'ai consulté là. Oui, je l'ai eu de consulter. Mais les archives de l'Assemblée supramunicipale du comté de Québec
Bon, il semblerait que ça aurait passé là, au moins, là, dans la bâtisse, là, sous Cyril Renaud. Voilà, c'est ça. Le notaire Renaud, en tout cas. Bon, on divague encore, là, mais bon, c'est ça qui est le fun. Alors, prochaine représentation. Ah, ici, là, en 2009, le Irving. Donc, si on se situe bien, on voit la courbe de la racine. En face, ici, on ne le voit pas, mais il y a le belvédère, là, qu'on peut voir la chute. On a, bon, les pompes, avec en dessous de la terre les réservoirs. Puis probablement dans le coin des autos à côté, on aurait les fondations de l'hôtel. Oui. Monsieur Turcotte, le garagiste? Comme... Léon. Régent Turcotte. Léon et Régent Turcotte, garagiste, parce qu'il y a déjà eu un garage en arrière. Là. Là, moi, mon souvenir, c'était un lave-auto, là. Mais avant ça, c'était un garage. Donc, oui, allez-y. Néo, ça, c'est après ça. C'est il y aurait de la place entre le terrain du Irving et cette maison-là pour une autre maison, celle du notaire, du dentiste Verrette. Alors, voilà. C'est bon? Denis? Oui. Oui. Donc, c'est ça, Denis Paul nous mentionne que quand on a enlevé le crépi à la veille de la démolition, on a vu d'anciennes portes qui étaient cachées, là, qui permettaient d'accéder à l'intérieur du garage, soit pour les voitures ou pour les piétons à l'intérieur. Francine Trudel. Ah, il y avait Pierre aussi après. Francine. Non, non. Donc, c'est ça. Alors, Francine Trudel nous mentionne à l'arrière, qui a grandi en face, là, que les pommes, c'était pas aussi gros que ça à l'origine du garage de la famille Turcotte, puis que ça a été grossi par la suite, là, puis qu'à l'intérieur, il y avait des bureaux à l'intérieur là, pour les gens là, qui possédaient le garage, puis qui géraient les rendez-vous et tout ça. Là. Il y avait Pierre Brunet ici à l'avant. Non. Oui. En arrière. C'est ça, à Pierre direct. Donc, certainement, Pierre Brunet nous mentionne que c'est pas long avant qu'on arrive à du granit solide, là, éventuellement, du roc. Ben, peut-être pas du granit, là, mais en tout cas, la roche là, solide. Là. Alors, les fondations sont probablement juste en dessous de la couche d'asphalte, pas très creuse, là, certainement pas. Oui. Non, non, allez, continuez. Bon, alors on me pose la question à savoir s'il va y avoir des recherches de l'archéologie sur le site. Cette semaine, en fait, je réponds à cette question-là du mieux de ma connaissance. Cette semaine, j'ai eu l'occasion, en compagnie de mon collègue Hugo, d'assister à une rencontre avec l'archéologue de la ville de Québec, ainsi qu'une dame qui travaille au service de la culture, qui nous ont expliqué là, quels sont les règlements, les lois, les tâches d'un archéologue scientifiquement, la démarche et tout ça. Bon, essentiellement, je vous explique pourquoi ce soir je vous parle de ça. Cet été, plus ou moins au moment de la démolition, des citoyens nous ont contactés pour nous dire qu'ils avaient trouvé en passant sur le terrain, dans un tas de terre, des artefacts. Des pieds, des tessons de vaisselle, des morceaux de bouteilles, etc., etc. Donc, à ce moment-là, en fait, nous avons respecté la loi. La loi du ministère de la Culture dit que si tu trouves
d'une manière fortuite des pièces archéologiques, tu dois obligatoirement le déclarer au ministère de la Culture. Ce que nous avons fait. La Société d'histoire, via Hugo, là, qui a procédé à la déclaration, là, qui a rempli un formulaire en ligne et tout ça, on a déclaré cette découverte-là. Du même coup, on a informé la Ville de Québec de cette découverte-là via le réseau politique pour que l'information se rende rapidement. Là, on a choisi, ça a marché. Alors, on a contacté la Ville de Québec, on les a informés de cette découverte-là. Rapidement, on nous a recontactés. Puis, on a pris ça au sérieux, on a fait circuler l'information, là, ça s'est rendu aux archéologues et tout ça. Et là, la réalité est la suivante. C'est que ce terrain-là est propriété d'un propriétaire privé. D'accord? La Ville n'a pas de pouvoir d'intervention directe auprès d'un propriétaire privé. Dans les secteurs qui ne font pas partie des arrondissements historiques de la Ville de Québec. Les arrondissements historiques de la Ville de Québec sont le Vieux-Québec, Beauport, Charlebourg et Sillery. Loretteville ne fait pas partie d'un arrondissement historique qui bénéficie d'une certaine protection. Par conséquent, la Ville ne peut pas intervenir de force en stimulant ou demandant une recherche archéologique. Mais la Ville peut et doit faire des recommandations aux propriétaires privés en vue de travaux éventuels. Ce que la Ville de Québec va faire aux propriétaires privés, Irving, par rapport à ce qui s'en vient. La loi dit aussi, et là je sors de l'archéologie, que la compagnie privée Irving doit absolument, et ça c'est une loi fédérale, décontaminer le terrain avant de le vendre. Contrairement au terrain au coin de la rue de l'Hôpital et de la rue Racine, où il y avait une ancienne station-service, puis ce terrain-là n'a pas été décontaminé par le vendeur avant de le vendre. D'accord? Alors maintenant, la loi a été changée. Station-service, prends tes responsabilités, décontamine, puis après ça, vends. Alors, donc, c'est là qu'on est rendu. Là, il y a des personnes qui sont passées dans les derniers jours qui m'ont dit qu'il y a des travaux qui ont commencé sur le terrain. Mais mardi matin, donc hier, on a discuté avec l'archéologue de la Ville de Québec qui nous disait, somme toute, elle dit, nous, quand ça date de la fin du 19e siècle, la fin des années 1800, ça nous intéresse plus ou moins. Pas que ce n'est pas intéressant à titre personnel, mais ce n'est pas intéressant à titre archéologique parce qu'on trouverait, on va le trouver partout. D'accord? On veut préciser les endroits là, où on va aller faire des fouilles qui sont des endroits significatifs. Là, on est en présence d'un hôtel qui date minimalement de la première moitié du 19e siècle, d'avant 1850. Un, ils ne le savaient pas. Deux, ils l'ont appris mardi matin. Trois, eux autres, ce qui est domestique en arrière de ta maison, creuser pour trouver les fondations d'une vieille maison où des gens ont habité, ça les intéresse plus ou moins. Ça, c'est pas domestique. C'est un hôtel. Là, il y a un intérêt. J'ai vu le visage de l'archéologue s'illuminer quand on lui a dit qu'on n'était pas face à du domestique et qu'on avait une histoire antérieure à 1850. La présentation de ce soir, demain matin, je lui envoie. D'accord? Elle va l'avoir. Je suis documenté. Je suis solide. Alors, ça va faire partie de la démarche que nous, on fait comme organisme responsable de l'interprétation, de la préservation de notre patrimoine collectif. Puis là, on est face à un terrain avec une histoire significative. D'accord? Pas mal significative. Hein? C'est pas pour rien qu'on l'a pris en photo en 1894. D'accord? C'est pas n'importe qui habitait là. C'est un maire, c'est un préfet. Alors, ils cherchent des personnages importants comme ça pour mettre en valeur l'histoire. Ils n'iront pas fouiller n'importe où. Là, je pense qu'on est sur quelque chose d'intéressant pour eux. D'accord? J'espère, en tout cas. C'est mon objectif en faisant ça ce soir, en faisant cette recherche-là. C'est mon objectif de faire en sorte que peut-être, j'espère, je le souhaite, que nos taxes collectives servent aussi à mettre en valeur le patrimoine matériel qui se trouve en dessous de la terre à côté des cuves à essence. Madame Pépin.
Oui. Ouais, mais ils ont une délimitation là, autour du trait carré, là, précise géographiquement. Là, fait que, ça marche. C'est une bonne idée, mais ça ne marcherait pas, malheureusement. Alors, oui, oui, allez-y. Ça demeure que c'est un terrain privé. Alors, qu'est-ce que la ville va faire? C'est quoi l'intérêt de la ville là-dedans? La ville veut-elle laisser un terrain comme ça à l'abandon dans la courbe, dans l'entrée de la rue Racine, alors qu'ils veulent revitaliser depuis Belle-Lurette? Ah! Excellente idée! La ville aurait-elle l'intérêt d'acheter ce terrain-là? Pourquoi pas? En face de la chute, un parc, une petite bâtisse, un kiosque, l'interprétation du lieu. Puis là, ils pourraient faire les fouilles. Et je ne sais pas exactement comment ça va marcher. Là, c'est hors de notre contrôle, là, parce que nous autres, avec 150 membres là, à 10 piastres par année. C'est ça. Oui, oui, oui. Donc, ce qu'on veut, nous autres, c'est que ça soit fait intelligemment, dans le respect de ce qui se trouve en dessous. On veut qu'ils décontaminent, on sait qu'ils vont maganer en décontaminant. On veut qu'il y ait une certaine surveillance archéologique sur le terrain, minimalement, pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse arrêter l'appel si jamais il voit de quoi sur le terrain. Puis, en même temps, là, ce que la dame, elle nous disait, elle disait, l'entrepreneur privé, il a aussi intérêt à faire ses devoirs avant d'envoyer l'appel, vider le trou, parce que si l'archéologue fait arrêter, puis que le ministère de la Culture demande d'arrêter, tout le temps que le chantier est arrêté, pour fouille archéologique, l'entrepreneur perd de l'argent, perd de l'argent, perd de l'argent au quotidien. Si ça prend 10 jours, 20 jours, 30 jours, il est bloqué. Donc, il a intérêt à faire son travail aussi en amont de la chose. Alors, quelques questions. Francine Trudel à l'arrière, Vincent Savard ensuite. Oui, rapidement, Francine Trudel nous mentionne que j'ai fait une présentation là, comparable à celle-là au conseil de quartier de la ville du district de Loretteville au début du mois de septembre, si je me souviens bien. L'idée, c'était d'alerter, en fait, cette première institution là, dans les institutions de la Ville de Québec, donc le conseil de quartier, par rapport à cette histoire-là. Eux, le conseil de quartier, avait déjà réagi auprès de la Ville pour les informer qu'ils voulaient qu'il se passe de quoi de pérenne puis d'intelligent sur ce terrain-là. Là. On ne veut pas construire des tours à condos, puis de toute façon, ils ne peuvent pas là, dans le secteur. Fait qu'est-ce qui va se faire là? Le conseil des quartiers a levé la main rapidement quand ils ont vu que ça se démolissait en disant ben, on veut qu'il y ait quelque chose de brillant, la ville est au courant. Puis moi, je suis allé à titre de président de la Société d'histoire présenter une présentation moins développée que celle-là, là, avec d'autres arguments sur d'autres diapositives, là. Mais essentiellement, je leur ai démontré l'histoire significative, importante de ce lot-là, de ce terrain-là, à travers toute l'histoire de son hôtel depuis minimalement, ben, bientôt, ça va faire 200 ans là, que c'est un terrain sur lequel il y avait un hôtel. Là. Alors, j'ai démontré ça. Quand je l'ai fait, il y avait la conseillère du district de Loretteville-des-Châtelles qui était présente. Elle est aussi vice-présidente du conseil de ville de la Ville de Québec. Elle est numéro 2 là, dans l'organisation municipale. Fait qu'elle a très bien entendu. Elle comprend très bien. Puis, je dirais, là, elle est notre bord là-dedans, OK? Je pense que oui. Hein? Puis, sans m'engager pour quelqu'un d'autre, elle a dit que la Ville de Québec voit d'un très bon œil la possibilité d'acheter le terrain. En tout cas, bon, c'est pas fait. C'est ça. On se comprend. Certainement, s'ils décontaminent, ils vont trouver quelque chose. On ne le sait pas. On ne le sait pas. On va voir. Il y avait Vincent Savard aussi. Ben, ils font la Ville de Québec fait des évaluations du patrimoine bâti, mais tu sais,
pousse pas très, très, très fort sur le patrimoine et l'histoire à la Haute-Saint-Charles. Non, pourquoi l'ont-ils pas fait? Oui, oui, oui. En tout cas, il y avait Hugo après, M. Martel. Hugo, vas-y. Ben, en fait, tu veux-tu que je parle que le vieux Loretteville, il y a une aire de protection? Oui, donc c'est ça, là. En fait, Loretteville n'est pas un secteur, un arrondissement historique, comme Charlebourg, Beauport, Sillery, le Vieux-Québec, mais il y a une aire de protection du patrimoine bâti dans le vieux Loretteville. Donc, ce qui fait en sorte que le long de la rue Racine, la rue Verrette, puis les rues perpendiculaires font partie d'une aire de protection autour du patrimoine bâti. Ce qui fait en sorte que pour accepter un permis de démolition d'un bâtiment historique dans ce secteur-là, ben, il faut que ce soit la commission d'urbanisme de la Ville de Québec qui accorde, qui octroie ce permis de démolition-là, contrairement à ce qui pourrait se faire, par exemple, je ne sais pas moi, dans le secteur de la rue Blain à Neuchâtel, où là, on n'est pas dans une aire de protection. Donc, ici, à Loretteville, il y a une certaine protection. C'est un pas, là. Non, non, ce n'est pas nouveau. Ça date, en tout cas, au moins depuis la création de la Ville de Québec, j'oserais dire, plus ou moins, de la grande ville, cette aire de protection-là. Ça permet aussi de bénéficier de programmes de subvention. Pour la peinture. Ben, je pense que c'est dans une aire précise. Là, je ne pourrais pas dire exactement, là, mais ouais, je sais vers où, là, mais je pense que ça faisait partie, ça, du secteur déjà. Là. Il y a une carte qui est accessible en ligne, là. Vous pouvez consulter exactement quelles sont les maisons qui en font partie, là, pour être capable de se situer, là. Donc, mais ça n'intervient pas dans le dossier qui nous préoccupe, parce que là, on ne peut pas protéger un patrimoine bâti qui est débâti, là. C'est ça, là. On s'entend. Puis ça a été débâti à un moment donné, là. Je ne sais même pas quand exactement, là. D'accord? Néo. Non. Je le saurais. Alfred Martel. Ouais. Ouais. Donc, voilà. Alors, donc voilà, ce que dit M. Martel est extrêmement important, là, c'est-à-dire que le vieux Loretteville, on appelle ça comme ça, là, est un secteur qui est une aire de protection, qui bénéficie de subventions pour le patrimoine bâti sur certains éléments qu'on peut faire, la toiture, par exemple, les galeries, le revêtement extérieur, etc., là, qui peuvent bénéficier de subventions. Mais là, on est dans le domaine de l'archéologie. Puis nouvellement, nous autres, on s'est intéressé un peu là, à la Société d'histoire, à l'archéologie, parce que on a eu cet élément-là là, qui nous a été ramené, qui provient du secteur du terrain d'Irving. Puis je dois dire aussi qu'un peu plus tôt dans l'été, puis je fais une petite parenthèse, vous savez que le garage municipal de la ville de Loretteville sur la rue Martel a été démoli de même que l'école Morissette.
Eh bien, également, le même citoyen en question nous a informé que des découvertes archéologiques de pièces de verre, de vaisselle, etc., et même d'une pièce de monnaie datant de 1794 qui a été trouvée sur le terrain de l'école Morissette. Et ce terrain-là, ben, on a fait un formulaire de déclaration de découverte fortuite, etc., etc. L'archéologue de la Ville de Québec est venu sur le terrain et là, on est dans un aspect différent parce que le terrain appartient à la Ville de Québec. Donc, ça leur appartient à eux. Donc, une certaine responsabilité de recommander à un propriétaire privé, mais de se faire les mêmes recommandations à eux alors qu'ils sont propriétaires du terrain. Alors, il restera à voir s'il y a des interventions archéologiques qui seraient faites sur le terrain de l'ancienne salle Montcalm, donc sur la rue Martel, et plus bas là, vers la rue Saint-Louis-IX avec l'école Morissette. Enfin, en tout cas, on les a aussi informés de cette réalité-là. Ils le savaient déjà parce qu'elle était venue sur le terrain cet été, la dame du service d'archéologie de la Ville de Québec. Alors, je terminerai en vous présentant mes sources. D'abord et avant tout, dans le moteur de recherche de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, cartes et plans, j'ai trouvé les plans de l'aqueduc de 1847, le plan du cadastre de la paroisse Saint-Ambroise de Jeanneret de 1873, le plan d'assurance de 1898, celui de 1917, celui de 1954. Dans BANQ Ad Vitam, qui est le moteur de recherche de l'ensemble des archives de l'État québécois, j'ai trouvé le plan des propriétés de Giovanni Domenico Balzaretti à la Jeune Lorette en 1837. Dans le fond, Philippe Gingras, j'ai trouvé la photo du 100e anniversaire de la paroisse Saint-Ambroise de Jeanneret, une des photos de ce fond-là. Dans BANQ, j'ai trouvé les divers journaux anciens donc, que je t'ai présentés, là, Chronicle and Shipping, hein, entre autres. La collection privée de Marc Pépin de l'Université Pépin. Certainement. Alors, quand je vais envoyer ça à la Ville de Québec, je vais aussi leur apprendre qu'il y a une université à Loretteville. Le registre foncier du Québec, j'ai cherché sur le lot 674 du cadastre de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeanneret. Bélan M 2003, un marchand d'art à Québec, Giovanni Domenico Balzaretti, 14e numéro 75, les pages 67 à 67. Le recensement du Canada de 1881 et Google Street View. Et j'ajouterai également beaucoup d'heures de travail, de recherche de ma part, mais également la stimulation de la découverte de citoyens qui font des découvertes fortuites de pièces archéologiques. Et ça permet de brasser la machine, puis de leur dire, là-bas, Desjardins, Québec, qu'il y a une histoire au nord de l'autoroute de la capitale. Alors, je vous donnerai des nouvelles, bien sûr. Si jamais vous rencontrez par hasard votre conseillère municipale, vous pouvez lui en parler, de lui dire que ce serait vraiment très intéressant qu'il y ait un investissement durable sur la rue Racine, sur ce terrain qui a une histoire exceptionnelle. Dites-lui, répétez-lui, appelez-la, écrivez-lui, faites ce que vous voulez, vous savez quoi faire maintenant. Et nous, de notre côté, on va faire suivre. Puis, le ministère de la Culture est au courant, la Ville de Québec est au courant, le politique est au courant, les fonctionnaires sont au courant, le conseil des quartiers est au courant, vous êtes au courant, tout le monde est au courant de cette découverte. Bon, en fait, on le savait, mais là, on l'a creusé. Reste à eux maintenant à le creuser aussi.